Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'argumentation. Mais j'insisterai plus sur 5 sophismes, c'est-à-dire 5 sophismes que vous devriez éviter lors des discussions ou simplement lors d'une argumentation. Alors, j'aimerais d'abord faire une petite remarque avant de commencer. Vous savez très bien que s'il existe une expérience quasi universelle dans la race humaine, c'est bien celle du désaccord et de la discussion. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que nous savons très bien que Socrate était un spécialiste dans l'art d'argumenter. Et tout cela sans donner sa propre opinion, mais en jouant tout simplement avec l'opinion de l'autre. Mais nous avons normalement une opinion que nous voulons donner, que nous voulons défendre, que nous souhaitons défendre, ou tout simplement que nous devrons défendre. Pour cela, il ne suffit pas de l'affirmer. Nous devons l'argumenter. Nous devons donner des raisons qui soutiennent notre opinion. Argumenter, c'est montrer pourquoi mon opinion est meilleure que celle de l'autre. Nous entrons ici dans le domaine de la rhétorique ou de la dialectique, c'est-à-dire l'art de convaincre. Normalement, nous comprenons, nous voyons la rhétorique comme quelque chose de négatif. Lorsque nous disons qu'un discours est de la pure rhétorique, ce que nous voulons dire, c'est que ce sont des mots vides. Ce sont des belles phrases. Ce sont des déclarations tapageuses. Ou tout simplement de beaux mots, mais sans aucun contenu. Nous identifions la rhétorique avec la tromperie et le mensonge. Mais il y a un philosophe intéressant qui pense autrement, qui pense autre chose de la rhétorique. Il s'agit d'Aristote. Pour Aristote, par contre, la rhétorique n'est pas déconnectée de la vérité. La rhétorique a un but éthique, interne, qui est de persuader de la vérité. Et cela demande un travail préalable. Avant de défendre quelque chose, ce que nous devons faire, c'est enquêter sur cette chose. C'est chercher la vérité de cette chose. Si quelqu'un comme les sophistes utilise des moyens rhétoriques pour persuader de fausses choses ou simplement de tromper, au fond, celui-là fait de la mauvaise rhétorique. C'est un peu comme si quelqu'un utilise des moyens médicaux pour nuire au lieu de guérir. On ne dira pas que cette personne est un médecin ou un bon médecin, même s'il s'y connaît en médecine. Mais sinon, on dira plutôt que c'est un mauvais médecin. Maintenant, nous voyons que vers la fin de la modernité, le philosophe Schopenhauer a érigé la rhétorique en une discipline autonome, en la libérant d'un certain sens de sa finalité éthique. Pour Schopenhauer, la rhétorique est l'art de contester, et précisément l'art de contester de telle manière qu'on ait raison, et cela par des moyens illégaux, licites et illicites. En fait, l'accent passe de l'intérêt pour la vérité à l'intérêt pour la vanité. Mais la question à se poser est de savoir, est-ce que à tout cela, y a-t-il des moyens illégaux dans la discussion? Alors,
Traditionnellement, ces moyens illicites sont appelés sophismes. Maintenant, passons en revue une liste de 5 erreurs ou attitudes que nous devrions éviter lorsque nous discutons. Numéro 1. D'abord, éviter de caricaturer le langage émotionnel, bien sûr. Parfois, on a l'intention de caricaturer notre interlocuteur ou d'utiliser un langage émotionnel pour que notre thèse semble la seule recevable. Il faut essayer de comprendre la raison de l'autre. Pourquoi défend-il ce qu'il défend? Quelle est votre part de vérité? Il y a des moments où on utilise des mots qui ne sont pas neutres, mais qui cachent une connotation intentionnelle. Je prendrai un exemple dans le débat sur l'avortement dans des pays anglo-saxons. Et par exemple, en anglais, on parle des pro-life, c'est-à-dire des pro-vie, et des pro-choice, c'est-à-dire des pro-décision, ou littéralement des pro-choix, ceux qui choisissent. Et que se passe-t-il en réalité? Ce qui se passe, c'est que ceux qui sont contre l'avortement sont contre la liberté en général. Et ceux qui sont en faveur de l'avortement sont contre la vie en général. Vous voyez que, avec des termes comme celui-ci, nous avons l'intention de clore la discussion avant même qu'elle ne commence. C'est comme, je dirais, une sorte de pétition pour le début. Et en fait, ce que nous voulons prouver est introduit sur le mot lui-même. Le deuxième sophisme que je vais évoquer est étroitement lié à celui que je viens de citer antérieurement. Il s'agit du sophisme du monstre. Il est communément reconnu comme le sophisme du monstre. En fait, il consiste à prendre l'avis du contraire et l'identifiant à quelque chose de très mauvais que nous savons tous pour faire paraître l'idée de l'interlocuteur ou leur idée déraisonnable. Par exemple, en avançant des propos du genre « Vous êtes un antisémite, tu es un raciste », ainsi de suite. Parfois, des phrases du genre « Ah, que dites-vous que la liberté d'expression devrait être réglementée et que des discours de haine raciale ne devraient pas être autorisés ou que ce que vous dites c'est du fascisme », ainsi de suite. Nous avons l'habitude de suivre des locutions de ce genre. Et le troisième sophisme, c'est-à-dire la troisième erreur sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la généralisation à outrance. C'est-à-dire prendre la déclaration de l'adversaire et l'étirer pour lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Schopenhauer en donne un exemple très amusant. Et je vais vous lire ici le texte de Schopenhauer concernant Lamarck. Ici, il s'agit d'une expérience scientifique avec les polypes. Et Schopenhauer dit, Lamarck avait une thèse et c'était que les polypes manquaient de sensations parce qu'ils n'avaient pas de nerfs. Mais lorsque d'autres scientifiques ont montré que les polypes devaient percevoir d'une certaine manière parce que leur mouvement suivait la lumière, et ont proposé que les nerfs devaient être répartis dans toute la masse du corps du polype,
Lamarck a écrit: si c'est le cas, toutes les parties du corps des polypes devraient être capables de toutes sortes de sensations et aussi de mouvements de volonté et de pensée. Alors, le polype aurait en chaque point de son corps tous les organes de l'animal le plus complet. Chaque point pourrait voir, sentir, goûter, entendre et aussi penser, juger, déduire. Le polype serait à un niveau supérieur à l'homme puisque chacune de ses cellules aurait toutes les capacités que l'homme n'a qu'en son ensemble. Et comme vous pouvez le voir, la thèse initiale est que le corps des polypes a une sensibilité parce qu'il suit la lumière. Mais Lamarck prend cela et l'exagère et dit que tout le corps pense. Et ce que Schopenhauer veut nous faire comprendre ici, la leçon à tirer, c'est que Schopenhauer dit que lorsque nous voyons quelqu'un utiliser cette technique, c'est parce qu'au fond de cette personne, la personne en question s'est rendue compte qu'elle avait tort. Et la quatrième erreur, c'est souvent d'oublier les alternatives. Alors, ceci revient à dire que parfois, on oublie toute option. On pense que toutes les options se réduisent à une ou deux à la base. Je prendrai un exemple bien connu. Par exemple, les élections qui se sont déroulées il y a plus de 4 ans, ou je pense 8 ans. Oui, c'était les élections entre Donald Trump et Hillary Clinton aux États-Unis d'Amérique. Si nous nous souvenons tous, les électeurs de Trump avaient préféré mettre un misogyne, un raciste et millionnaire inexpérimenté à la Maison-Blanche que d'être gouverné par une femme. C'était juste une explication pour essayer de mettre en évidence une variante. Et parlant de variante, je vais vous faire part de la variante du faux dilemme. On appelle le faux dilemme tout ce qui réduit les options à deux. En quelque sorte, c'est une variante qui réduit toutes les options à deux. Ce qui pose de manière très dramatique un véritable problème. En tout cas, très simple, pour que vous puissiez mieux comprendre ces détails. Par exemple, soit vous êtes totalement favorable à tout ce qu'Israël fait, soit vous êtes un nazi antisémite. Je ne suis pas en train de confirmer ce que je dis, c'est juste un exemple. Je pourrais dire de même. Soit vous êtes totalement favorable à tout ce que fait la France, soit vous êtes un anti-français. Voilà. Alors, ce que je vais dire, c'est que c'est une erreur très courante en éthique lorsqu'il est utilisé pour argumenter des cas extrêmes ou des situations extrêmes. Il faut être prudent, car normalement, en réalité, il y a plus de deux options. En réalité, il existe généralement plusieurs alternatives. Et souvent, il faut être dans cette situation extrême pour découvrir les autres alternatives, ou même pour les inventer d'une manière différente. Et la dernière erreur, nous sommes sur le 5e point, je vais vous parler du sophisme
ad hominem. Le sophisme ad hominem est répandu, il est connu et d'ailleurs très utilisé. C'est très facile à comprendre et c'est très fréquent. En fait, il s'agit d'attaquer la personne au lieu d'attaquer ses arguments. Disqualifier une personne normalement pour des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet traité. Eh bien, parfois, nous croyons avoir réfuté la thèse de la personne ou leur thèse, alors que ce n'est vraiment pas le cas. En bref, là, ce sont quelques-unes des techniques illégales qui, à mon avis, doivent être évitées lorsque nous discutons. Pour moi, une règle de base est la prudence. N'affirmez pas plus que vous ne pouvez en savoir. Et si vous le faites, assurez-vous de bien faire comprendre que vous vous aventurez dans des hypothèses, mais que vous-même n'êtes pas entièrement sûr que ce que vous dites est vrai. En fin de compte, nous pouvons résumer tout cela dans une attitude fondamentale. Et ceci revient à dire que dans la discussion, il faut être préparé et désireux de convaincre et aussi d'être convaincu. D'ailleurs, être convaincu, c'est la pire des choses. J'espère qu'il nous est tous arrivé à un moment donné de réaliser que nous n'avions pas raison, mais nous ne voulons pas l'admettre. Et bien qu'il soit normal que dans une discussion, chacun commence par son opinion particulière et qu'au final, ils aient nuancé leur position ou que les deux arrivent même à une position commune, ne prenez pas cela comme un critère rigide pour définir ce qui est une bonne discussion. En fait, tout dépend avec qui tu te disputes. Si vous rencontrez un raciste, s'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît, ne pensez pas que la vérité est quelque part au milieu. Et quoi que vous fassiez, encore une fois s'il vous plaît, ne jamais en aucune circonstance mettre fin à une discussion en disant « Eh bien, chacun a son opinion et tout est respectable ». Je pense qu'il est préférable que vous dites « Et voilà, tout le monde a son opinion, mais vous vous trompez. Moi, non, je ne me trompe pas. Je ne suis pas en train de me tromper. » Et aussi, ne pensez pas que toutes les opinions valent les mêmes choses. Ou que toutes les opinions sont vraies. Parce que si vous pensez que toutes les opinions sont vraies, eh bien, ce n'est que votre opinion. Ça n'engage que vous. Avec ça, je termine mon argumentaire d'aujourd'hui, cette petite explication concernant les 5 erreurs à ne jamais commettre lors d'une discussion, qui sont généralement connues en philosophie comme des sophismes. Et vous voyez très bien que Schopenhauer nous a très bien fait comprendre déjà que c'est grâce à Schopenhauer, à la fin de la modernité, que la rhétorique s'est vraiment convertie en une discipline. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette intervention vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et de laisser en commentaire vos différentes opinions. Et surtout, partagez la vidéo pour soutenir ce canal, pour soutenir cette chaîne. Encore une fois de plus, merci et à très bientôt.